beaucoup. On va commencer cette émission en parlant international et en parlant notamment de Donald Trump, en compagnie de Galia Ackerman. Merci d'être avec nous, chère Galia. Vous êtes historienne, spécialiste entre autres du monde russe. Emmanuel Véron est avec nous également. Bonjour Emmanuel, docteur en géographie, spécialiste des relations internationales. Le général François Chauvency, consultant en géopolitique. Et Hélène Bonnet, reporter TF1 LCI. Merci Hélène d'être avec nous. Alors, je le disais tout à l'heure, le dossier ukrainien commence à fatiguer Donald Trump, qui aimerait bien solder l'affaire, on le sait. Les Européens, eux, ont bien compris qu'il faudrait peut-être à l'avenir compter sans les Américains. On va donc beaucoup parler du président des États-Unis dans l'heure qui vient, avec cette info pour commencer, qui pourrait paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas du tout. Enfin, en tout cas, vous allez me dire ce que vous en pensez. Annonce faite hier soir depuis la Maison-Blanche. Écoutez. Je crois que tout le monde veut que ça ait lieu à Doral, car c'est juste à côté de l'aéroport. C'est le meilleur choix d'emplacement. C'est beau, tout y est magnifique. Ils ont demandé à ce que ça se passe là-bas, car c'est le meilleur endroit. Nous ne ferons pas de bénéfices sur cet événement. Nous avons passé un accord qui n'inclut pas d'argent. Ça n'est pas le sujet. Je veux simplement que ça se passe bien. Alors de quoi parle-t-il, Hélène ? Il parle du G20 de l'année prochaine. Exactement, qui aura lieu aux États-Unis. Et donc d'après Donald Trump, eh bien une foule de dirigeants réclament que ça se passe dans l'un de ces golfs chez lui. Alors pourquoi il dit on ne touchera rien ? Parce que souvent Donald Trump est accusé par ses opposants de profiter de sa position présidentielle pour faire fructifier ses différents business. Donc là, en l'occurrence, le golf dont il parle est situé à Miami. C'est un golf qui accueille des championnats de niveau mondial et visiblement près de l'aéroport, donc très pratique selon lui, très luxueux surtout. Et c'est là qu'il veut que se tienne le futur G20. Chacun aura sa maison, c'est ce qu'il a dit. En fait, il avait déjà tenté, lors de son premier mandat, il avait tenté d'organiser un G20 à l'époque, déjà dans l'une de ses propriétés. Bon, ça nous fait sourire, mais ça montre quand même qu'il a absolument aucun complexe sur le mélange des genres. Hein. Non, il n'y a effectivement aucun complexe, c'est du Trump dans le texte, y compris dans l'image. On le voit effectivement dans sa posture, c'est toujours intéressant d'observer le langage verbal, il cherche un petit peu ses mots. En fait, le sujet, c'est de voir que les États-Unis sont au cœur d'un univers qui est très mouvant et brutal. On a vu le sommet à Tianjin et Pékin avec des grandes réunions initiées par Xi Jinping, au cours de laquelle on a pu voir Poutine, Kim Jong-un et d'autres. Et pour les États-Unis, c'est le sujet de ne pas perdre la place numéro 1. Et donc de parler d'un G20, de ces organisations internationales post-1945, où les États-Unis sont au cœur des décisions, sont au cœur des jeux d'alliance, eh bien c'est fondamental pour lui de revenir dans ce jeu-là, revenir au centre de cela, et de surcroît, il accueille une délégation d'une vingtaine d'États et plus, puisqu'il y a des partenaires de dialogue et autres dans l'un de ces golfs. L'image est toute trouvée et c'est aussi bien évidemment un sujet qui est envoyé à l'opinion très MAGA, ou en tout cas très trumpiste aux États-Unis. Donc il y a fondamentalement un jeu qui est celui de Trump et de géopolitique des États-Unis, de ne pas perdre le leadership, de ne pas perdre la place numéro 1 qui est largement contestée par la Chine, et dans une logique de tandem toujours plus affirmée, toujours plus claire avec la Russie et maintenant avec Kim Jong-un. Alors justement, Galia Ackerman, c'est inscrit sur le bandeau en bas de cet écran. Il veut évidemment que Xi et Poutine, entre autres évidemment, mais que Xi et Poutine viennent dans son golfe. Est-ce qu'il rêve ou est-ce qu'il est capable d'y arriver selon vous ? Vous savez, c'est pas tout de suite. On ne sait pas ce qui va se passer avec la guerre ukrainienne. On ne sait pas s'il y a un accord quelconque, un avancement quelconque. Actuellement, je pense que c'est un peu compliqué d'organiser un G20 avec Xi Jinping et Poutine parce que Trump n'a pas participé à ces célébrations en Chine, parce que clairement lors de ce sommet il a été proclamé en quelque sorte le déclin de l'Occident, le déclin, voire la fin de l'hégémonie américaine. Il y a un problème aussi entre les pays européens et bien sûr Poutine. Donc je pense que c'est beaucoup trop tôt de dire ce qui va se passer. On imagine bien, on comprend François, que effectivement l'image aurait une importance fondamentale. On parlait dans le journal de Sylvia tout à l'heure, Brandon racontait sur ces images le sommet sur le tapis rouge sur la place Tiananmen. On imagine effectivement, comme le disait Emmanuel, que
une photo dans un golf siglé Trump, parce qu'on suppose qu'en plus c'est écrit partout, avec Poutine et Xi, entre autres, ce serait pour lui, sur le papier, en tout cas, une vraie réussite. Après, quand il a emmené Poutine, si j'ose dire, du côté d'Anchorage, on avait dit, oh là là, gros coup pour Donald Trump qui fait venir Poutine jusqu'à lui, et en fait, il n'en est pas ressorti tellement grandi, finalement. Hein. Il avait fait un gros coup, mais ça n'a pas marché. C'est ça la différence. Ouais. Bon, maintenant, il en veut un deuxième. Ouais. Enfin, c'est effectivement, on a un peu de temps quand même devant nous. Il va se passer beaucoup de choses, je pense, d'ici ce G20. De toute façon. Une autre question qui se posera, est-ce que Poutine se déplacerait pour venir ? On l'a un peu évoqué, mais en fait Poutine ne sera pas soumis à un mandat d'arrêt international aux États-Unis. Donc, mais est-ce que les États européens seront d'accord pour participer finalement à ce G20 avec lui ? Donc ce G20 est vraiment très hypothétique aujourd'hui, même s'il y a une rentabilité, pas forcément financière, mais en termes d'image pour Donald Trump de l'envisager. Mais je dirais qu'on est dans sa campagne de communication quotidienne. Chaque jour, il annonce quelque chose. Chaque jour, il invente quelque chose. Et puis, presque chaque jour, ça tombe par terre. Alors justement, il a inventé autre chose et il a annoncé autre chose. D'ailleurs, juste sur le golf, on se souvient qu'il avait reçu Ursula von der Leyen dans son golf en Écosse également. Personne s'en était ému, manifestement, outre-Atlantique, mais c'est un autre sujet. Autre message de Donald Trump, il décide de changer en plein mandat un portefeuille ministériel. Écoutez. Je pense que c'est un nom beaucoup plus adapté, surtout compte tenu de la situation actuelle dans le monde. Nous avons l'armée la plus puissante du monde, les meilleurs équipements du monde, et nous avons la meilleure manufacture d'équipements. Ce n'est pas une question de changement, on revient à ce qui existait. Nous passerons à l'offensive, ce ne sera plus seulement de la défense. Nous allons former des guerriers, plus seulement des défenseurs. Donc explication Hélène, il passe du ministère de la Défense au ministère de la Guerre en disant le ministère de la Défense c'est trop défensif, le ministère de la Guerre c'est plus offensif. Ça se défend sans mauvais jeu de mots. C'est l'esprit guerrier, c'est comme ça qu'il l'a verbalisé ces derniers jours. Alors avant il y avait déjà une salle au Pentagone visiblement qui avait été renommée la salle de la guerre. Il y a cette idée dans la façon dont le ministère a été remanié dernièrement de supprimer certains programmes où les femmes sont mises en avant dans le domaine de la sécurité, l'idée qu'on ne va plus au contact de certains think tanks qui ont des idées trop mondialistes. Voilà, il y a une sorte de remaniement de ce ministère et puis l'idée c'est d'envoyer une idée de force, l'idée que les États-Unis ne sont pas sur la défensive mais sont offensifs et c'est une image qui plaît aussi bien à son électorat et puis c'est un signal, le pense-t-il, envoyé à l'extérieur. Ce à quoi ses opposants politiques, Emmanuel, disent attention, il y a une certaine dérive autoritaire chez Donald Trump, notamment parce qu'il emploie l'armée à peu près à tout bout de champ, si j'ose dire. Oui, absolument. C'est le sujet alors, d'une opposition qui, pour le moment, encore à ce stade, demeure assez peu structurée et assez peu lisible, même si on a un certain nombre de personnages qui émergent et qui commenceraient à incarner quelque chose de solide dans l'opposition à Trump, notamment Gavin Newsom, etc., dont on entend de plus en plus parler côté démocrate. Mais oui, c'est le sujet qu'on évoquait précédemment avec cette affaire de G20. En fait, d'un point de vue américain, de la Maison-Blanche et des institutions stratégico-militaires, il y a une observation du monde qui est celle de dire on est sur une logique d'escalade. La guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Moyen-Orient, la situation en Asie, il y a quelques mois, Inde, Pakistan, la situation en Corée du Nord, mer de Chine à l'est, à l'ouest, avec l'environnement de Taïwan, etc., etc., etc. Donc le sujet côté américain, c'est d'observer la situation mondiale et quelque part d'être dans une logique qu'on a connue par ailleurs de surréaction. Donc ça se traduit dans le langage, ça se traduit dans ces termes, dans ces mots, département de la guerre, enfin ministère de la guerre maintenant. Ceci dit, et je m'arrêterai là, ça nous concerne aussi. On a changé en 2017 ministère de la Défense à ministère des Armées. On n'est pas revenu à ministère de la Guerre sous contrôle du général Chauvency il y a quelques décennies. Mais voilà, en fonction du politique, les termes changent, mais c'est parce que ça traduit la perception de l'état du monde actuel. Et côté américain, on est fondamentalement sur une prise de conscience de quelque chose qui va vers l'escalade.